Salut les amis, salut à tous et bienvenue dans le PSG Show. Alors là, le son c'est parfait. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une superbe semaine avec deux nouvelles victoires du Paris Saint-Germain face à Niort mercredi en Coupe de France et samedi face à Nancy au Parc des Princes. Victoire difficile. Julien, comme d'habitude avec moi, Julien Kellen. Alors les vacances? Très bien. La semaine dernière on avait Benjamin avec moi. Ouais, moi j'étais à New York en vacances, tranquille. Très cher. Petite semaine. Ouais, Est-ce que t'as vu du foot au moins? Ça fait du bien. Non, j'ai pas vu de football, Pendant une semaine, j'ai pas vu une once de football. Donc aujourd'hui, Je reviens motivé comme jamais. Aujourd'hui, on a pas mal de trucs. J'ai plein de poupluches sur moi. On a Mario du Paris Saint-Germain derrière moi. Salut Steve. Salut Clément. Générique de toute beauté. Oui, le générique est beau. C'est le nouveau générique du PSG Show. Chaque semaine, on fait en sorte que l'émission avance, qu'on fasse monter une belle émission. J'ai deux poupluches avec moi. Il y en a une à gagner. Cette semaine, on commence. C'est celle-là. Une à gagner cette semaine. On commence avec ça. Edinson Cavani, la poupluche d'Edinson Cavani. C'est lui qui va devoir marquer au Nou Camp mercredi. Pour qualifier le Paris Saint-Germain, il a marqué à l'aller. Il a encore marqué 2 buts la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il faut faire, Julien, pour partager l'émission? Partager l'émission, les amis. Pour partager l'émission, pour gagner la poupluche, tu veux dire. Oui. Il faut justement partager l'émission. Vous cliquez, il y a un petit bouton partager. Vous partagez le PSG Show et vous ferez partie d'un tirage au sort mercredi midi. On vous envoie ça à la maison ou vous venez chercher ça ici à la rédac. On se rencontre. On boit un café, on rigole un coup et c'est parfait. On sera ravis de vous rencontrer. Vous pouvez aussi en parler sur Twitter avec le hashtag PSG Show. J'ai mon portable avec moi, j'ai toutes vos réactions. Fred qui est là, Cyr qui est là, Alassane qui est là, Saïd qui est là. Nous sommes là pour la beauté du football, nous dit Saïm. J'aime Barcelone et tout est possible. Oui, si vous êtes supporter du FC Barcelone, vous allez nous dire aussi ce que vous pensez. Avant qu'on parle de ce match, on va revenir très rapidement pendant une dizaine de minutes sur ce match entre Paris Saint-Germain et Nancy. Rapidement, et on commence de suite avec les réactions des joueurs du Paris Saint-Germain juste après la rencontre. Oui, nous sommes contents pour les 3 points et c'est un match difficile. Et après, les équipes qui jouaient contre nous avec une défense bas, nous avons besoin de maîtriser les matchs, faire les attaques, bien maîtriser les transitions contre l'équipe adversaire. Et aujourd'hui, nous avons fait bien l'attaque, bien mérité pour faire un but, pour gagner les matchs, marquer avant pour les premières mi-temps, un but pour ouvrir les résultats, mais comme l'équipe adversaire est bien fermée, n'est pas ouvert, c'est difficile. Et après, il a fait des transitions qu'on va faire souffrir à nous. Mais je crois que nous avons mérité de gagner, je crois que nous avons fait beaucoup d'attaques, beaucoup de corners. Après, c'est les 80 les buts que nous avons marqués des pénals, mais je crois que l'équipe il a fait le travail pour gagner. Après, c'est pour continuer la progression du travail, pour améliorer, pour surmonter les défenses des adversaires quand ils sont plus bas et il fermer beaucoup d'espace. Mais je crois qu'avec les 3 points, c'est meilleur. Et après les matchs contre Toulouse à la maison, que nous avons fait match nul, je crois qu'aujourd'hui, il a fini bien pour nous et pour continuer, pour analyser bien les matchs et pour progresser pour les prochains. Oui, c'est le plus important, c'est de gagner. On a réussi à marquer 80 minutes, mais l'équipe essayait en tout moment de gagner ce match pour attraper Monaco et nous sommes réussi. Alors, nous sommes très très contents. Ouais, c'est clair que à chaque fois qu'on joue à domicile, c'est un avantage pour nous parce qu'on joue devant nos supporters. Le plus difficile pour nous, c'est de jouer contre une équipe qui joue bas et qui défend parce que tout le match qui attendent des contre-attaques. C'est ce qu'on a vu sur leur occasion qu'ils ont eues. Donc c'est clair que c'est des matchs difficiles, mais il faut être patient parce qu'on sait qu'à tout moment on peut marquer. On a des joueurs de qualité qui peuvent à tout moment faire la différence. Donc il faut qu'on reste toujours concentré dans ce genre de match-là, même quelle que soit l'issue du match. Ce soir, c'est un match qui était de notre part un très bon match parce qu'on a d'abord on a construit notre jeu, on a été patient, on a procuré des occasions. Et surtout, voilà, on a été patient. Voilà, même si le but il arrive tardivement, mais bon, je pense que dans l'ensemble, dans le contenu, je pense qu'on mérite largement notre victoire. Voilà, ça parle déjà beaucoup de Barcelone sur les commentaires. Vamos Paris, vive Paris. Et c'est un match difficile, nous dit chez vous. Avant, aux alentours de 11h10, on va commencer à parler de ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Là, on va juste revenir un peu sur ce match de Nancy parce que malgré tout, il y a quand même des enseignements à tirer de ce match. Encore une fois, le Paris Saint-Germain a joué face à une équipe très regroupée en défense. Encore une fois, Paris a eu des difficultés. Mais cette fois-ci, Paris s'en est sorti.
Ouais, Paris s'en est sorti. Alors après, c'est une des difficultés récurrentes depuis le début de la saison. Unai Emery le dit assez souvent en conférence de presse après ces matchs-là. D'ailleurs, il prend souvent en référence le match face à Lille. Il y a eu le match face à Toulouse. Ouais. Il y a ce match-là face à Nancy ou face au bloc Lille, bas. ils n'ont pas gagné. Toulouse, ils n'ont pas gagné. Oui, voilà, c'est des équipes qui posaient beaucoup de difficultés à Paris parce que Paris n'arrive pas à mettre en place son jeu, parce que Paris n'arrive pas à marquer tôt. Et on sait combien c'est important de marquer tôt dans ce genre de match-là parce que ça les ouvre, forcément, puisque l'adversaire vient pour défendre. S'il en prend un dans les premières minutes, tout le plan tombe à l'eau. Donc c'est important de marquer tôt dans ces matchs-là. Paris ne le fait pas. Et puis plus le temps passe, plus ça devient difficile. Donc voilà, ça prouve encore une fois que c'est un des grands axes de progression, surtout en Ligue 1, parce que les équipes posent problème au Paris Saint-Germain et ça va forcément les inciter à jouer de plus en plus comme ça. Vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre Paris et Nancy. Est-ce que vous pensez que finalement c'est inquiétant avant de jouer face à Barcelone, jouer un match comme ça? Non, Vous nous dites en commentaire. Non, c'est pas inquiétant. D'une manière générale, le match de championnat qui précède le match de Ligue des Champions, c'est jamais inquiétant ou rassurant ou ce que vous voulez. Le FC Barcelone s'amuse avant de venir à Paris prendre 4-0. Je sais plus combien ils gagnent, mais ils foutent une raclée. Je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, mais enfin, c'est un autre monde, c'est autre chose. Les joueurs n'ont pas forcément la tête. Là, Paris en l'occurrence, si, parce qu'ils sont dans la course au titre et il leur faut absolument la victoire. Mais non, le contenu en soi du match n'est pas une analyse à mettre en parallèle avec le match du FC Barcelone qui n'aura strictement rien à voir. Unai Emery l'a aussi expliqué en conférence de presse. Question très intéressante de PSG Rouge et Bleu qui nous dit que pensez-vous du fait que les équipes, quand elles arrivent au Parc des Princes, finalement ferment le jeu et quand elles jouent face à Monaco, comme hier Nantes, qui est arrivé à Monaco avec 3 attaquants, 4-3-3, finalement, quand elles jouent contre Monaco, elles essayent de produire du jeu, elles essayent d'aller embêter cette équipe monégasque, ce qui est rarement le cas face à Paris. C'est vrai qu'il y a quand même deux façons de voir le jeu face à Paris et Monaco. Ouais, très bonne question, PSG Rouge et Bleu. Ouais, il y a deux façons de voir le jeu face à Paris et à Monaco, mais je pense pas que ce soit parce que Paris est plus craint que Monaco. Cette année, Monaco met des valises à tout le monde, donc il faudrait être fou pour pas les craindre. Comment on l'explique alors? On l'explique par la différence qu'il y a dans le jeu de Paris et de Monaco. C'est-à-dire que Paris est une équipe qui est beaucoup plus dominatrice que Monaco. Paris vous confisque le ballon et derrière vous voyez pas le jour, c'est très compliqué d'aller chercher haut un adversaire qui a le ballon comme ça, plutôt que Monaco qui laisse croire à son adversaire qu'elle peut dominer territorialement. Donc c'est complètement différent, mais c'est plutôt dans cette différence de caractéristiques entre les deux équipes, je pense, qu'ils font que les équipes jouent différemment contre On a Thomas qui nous dit c'est pas du football, ça, il est où le spectacle? Après on s'étonne que personne ne veut venir en Ligue 1. Bon, Thomas il est un peu, voilà, tu vas un peu fort quand même Thomas, parce que personne ne veut venir en Ligue 1 en ce moment quand même, on peut pas dire ça quoi, les joueurs viennent en Ligue 1. Non, c'est sûr. Et puis le spectacle proposé, mine de rien, quand on aime le football, pour le Paris Saint-Germain, c'est un axe de progression. Arriver à battre des équipes comme ça. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi j'entends effectivement aussi beaucoup les gens se plaindre des équipes qui viennent défendre comme ça au parc, etc., etc. Oui, mais ok, très bien, mais Paris doit savoir marcher aussi sur ces adversaires-là. C'est-à-dire que au bout d'un moment, Paris est infiniment supérieur à ces équipes-là. Nancy n'a pas proposé grand-chose dans le jeu, bien qu'il y a eu 2-3 comptes qui étaient quand même intéressants, même si globalement malmenés, franchement, il faut le dire, par Nancy. Il y en a un qui aurait dû aller au bout. Mais voilà, Paris doit marquer, Paris doit trouver la solution. Avec le ballon, Paris doit trouver la faille. Donc je dirais que c'est pas à l'adversaire qu'il faut en vouloir, c'est justement à Paris de trouver les solutions pour progresser. Thomas il est vénère, on dit PSG Rouge et Bleu. Oui, Thomas est énervé. Ah, il veut que les joueurs arrivent au Parc des Princes en ouvrant le jeu et en prenant 6, parce que c'est le cas. Parce que finalement, les équipes adverses, quand elles arrivent, elles ouvrent le jeu, elles en prennent 5 ou 6. C'est pour ça qu'elles. En fait, il ne faut pas en vouloir à Nancy. Nancy joue avec comme ses qualités. Mais oui, bien sûr, il ne faut pas en vouloir à Nancy. Nancy joue son maintien, Nancy essaie de se sauver en Ligue 1. C'est pas au Parc des Princes qui vont arriver en pensant faire l'exploit, battre le Paris Saint-Germain. Non, ils cherchent le point qu'ils auraient pu avoir ou le hold-up incroyable qu'ils auraient pu également avoir avec ce double poteau incroyable qui sauve Paris. Donc non, faut pas en vouloir à Nancy. Il faut plutôt regarder du côté du Paris Saint-Germain qui doit trouver les solutions dans son jeu pour passer les équipes comme ça. Dites-nous en commentaire qui a été le meilleur joueur parisien face à Nancy. J'aimerais qu'on parle, pour moi ça a été Marco Verratti une nouvelle fois, et j'aimerais qu'on parle justement de Marco Verratti. On va s'y arrêter, on va parler de Javier Pastore juste après, avant de passer à PSG Barcelone. Marco Verratti, quand il est là, je le trouve de plus en plus impressionnant. Il prend vraiment le jeu à son compte, et pourtant Pablo Correa avait mis un joueur, sur lui, sur le marquage individuel. Il avait en fait compris que Marco Verratti, si tu arrivais à bloquer Marco Verratti, tu bloquais une partie du jeu parisien. Mais aujourd'hui, est-ce que le Paris Saint-Germain peut se passer de Marco Verratti?
Ça s'est surtout vu en deuxième période parce que Paris a changé son approche quand Krikoviak est sorti. Là où Verratti s'est beaucoup plus comporté comme un meneur de jeu. Est-ce que Paris peut se passer de Verratti? Non. Là, enfin, la réponse pour moi, elle coule de source. C'est un des tout meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. On ne cesse de le répéter qu'il y a un Paris Saint-Germain avec et un Paris Saint-Germain sans Marco Verratti. Il illumine le jeu de sa technique, de sa capacité de conservation, de sa capacité de trouver les passes vers l'avant. Non, Paris ne peut pas s'en passer. Pablo Correa en parlait justement après la rencontre. Il expliquait justement comment il avait essayé de bloquer Marco Verratti. Très intéressant à écouter un adversaire du Paris Saint-Germain. On sait que on le voit tous les week-ends que Verratti tire les ficelles de cette équipe-là. Que Paris Saint-Germain, c'est une équipe différente quand Verratti il a la possibilité de jouer à l'aise. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec beaucoup d'humilité. Ça peut paraître basique de travailler aujourd'hui dans ce marquage individuel, mais vous savez, le gamin qui est sur Verratti, il a 18 ans. Je ne peux pas les faire jouer différemment. Je dois donner des responsabilités assez directes pour qu'il apprenne. C'est impossible de travailler aujourd'hui avec des gamins comme ça, parce que tout ce qui est l'environnement du match et tout ça, au niveau des stress et tout ça, on ne peut pas prétendre qu'ils sortent avec la même essence qu'un Thiago Motta. Ça veut dire que, voilà, il faut s'adapter encore une fois avec assez de lucidité. Ça a failli marcher. En tout cas, on a vu un Verratti qui n'était pas à l'aise, qu'il a tenté des choses. Il a désonné énormément en première mi-temps. Il s'est mis presque comme un deuxième attaquant par moment. On savait que c'est un joueur, vous savez, qu'il peut trouver le jeu long. C'est un joueur qui peut trouver le jeu entre lignes. C'est un joueur assez complet. On est face à les meilleurs au poste, les meilleurs qui s'est fait au monde. Ça veut dire que, voilà, et nous, on est loin d'avoir des joueurs qui sont les meilleurs au monde. Ça veut dire qu'encore une fois, il faut avoir la lucidité et l'humilité d'accepter ça. On l'a bien fait, ça marchait, malheureusement, voilà, ça n'a pas suffi pour faire un résultat. Voilà, sur ce que vous pouvez dire sur Marco Verratti, on va faire la transition maintenant tout doucement entre ce PSG Nancy et ce Barcelone Paris Saint-Germain. Julien Kellen s'est transformé en Damien. Comment ça va, Damien? Ça va et toi? Damien qui est de nos amis d'Opta. Hop, le petit logo d'Opta qui va apparaître en dessous. Si j'arrive à le voir, si tout va bien, on va arriver à le voir. Est-ce qu'on arrive à le voir, le logo d'Opta? On va le voir, il va arriver. Donc, on va parler de Javier Pastore. Tu as choisi Javier Pastore aujourd'hui. Je vous rappelle qu'Opta, chaque semaine, nous fait un petit focus sur un joueur du Paris Saint-Germain sur le match donc, face à Nancy. Et tu as voulu te parler de Javier Pastore. Et pour faire la transition avec Barcelone, première question, est-ce que tu penses que Javier Pastore va débuter déjà? Vous me répondez aussi. Va débuter face à Barcelone. Écoute, je suis quand même assez sceptique dans la mesure où Javier Pastore n'a pas débuté de match de suite depuis août dernier. Le fait qu'il ait joué 90 minutes en plus lors de cette rencontre contre Nancy, j'ai envie de te répondre non. Après, tu es mieux informé que moi, mais le fait que je crois que Rabiot et Motta vont revenir de blessure également, avec le match aller qu'ont fait Draxler et Di Maria, on a du mal à imaginer qu'ils jouent sur les ailes. Donc, je pense que non, mais c'est dommage quelque part, parce que sur les 11 dernières titularisations de Javier Pastore, il y a 11 victoires pour le Paris Saint-Germain. 11 fois titulaire, 11 victoires. Et sur les 26 derniers matchs qu'il a démarré, il n'a pas perdu. En fait, sa dernière défaite en tant que titulaire avec le PSG, c'était au Nou Camp en fait. C'était en 2015, en avril 2015, lors de l'élimination. Il n'a pas joué beaucoup de matchs aussi depuis ce moment-là. 26 quand même. Hein. Bon, après, c'est vrai que Paris perd peu de toute façon, donc le fait qu'il démarre ou pas ne change pas énormément de choses, mais bon, c'était un petit peu le gris-gris. Mais je suis quand même assez sceptique. Hein, Steve qui nous dit non, Javier ne va pas débuter. Voilà, pour oublier un peu ton avis. Si Steve le dit, Steve a sûrement raison. Donc pour revenir sur ce match face à Nancy, malgré tout, Pastore n'a pas fait un très gros match quand même pour Nancy, on va pas se le cacher. Il y a eu du volume de jeu, il a touché beaucoup de ballons, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Après non, effectivement, il n'a pas fait un très gros match, il y a eu énormément de déchets, on est habitué, hein, c'est un joueur qui a beaucoup de déchets, mais ouais, tu le vois sur le graphique, il a perdu 38 ballons lors de cette rencontre. Donc voilà, en Ligue 1, il n'y a que 4 joueurs qui ont perdu plus de ballons lors d'un même match cette saison. Donc, voilà, comment tu peux l'expliquer ça, qu'il a perdu autant de ballons quand même? C'est son style de jeu qui veut ça aussi, tu sais, voilà, c'est un joueur qui joue beaucoup vers l'avant, qui prend beaucoup de risques, qui manque beaucoup de passes, mais qui tente énormément de choses. Donc fatalement, ça induit un déchet énorme. Sur ce match, 38 ballons, c'est vrai que c'est beaucoup. Après, c'est à relativiser aussi, parce que dans les choses qu'il a tentées, il n'a pas non plus tout raté, il a même réussi pas mal de choses. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sa qualité de passe, c'est quand même la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à Pastore, mais
c'est quand même aussi un très bon dribbleur. On l'a vu contre Nancy, bon, l'adversité les deux petits ponts notamment contre Nancy. Ouais, ça ouais, et au total, au final, ça fait 9 dribbles réussis contre Nancy. Là, c'est Ils aussi sont là. un stat qui parle. Alors, regarde, Voilà. en fait, c'est que 2 joueurs en Ligue 1 qui ont fait mieux cette saison. Et plus que ça, pour te dire que c'est pas forcément son style de jeu, c'est pas Deux forcément. fois face à Caen d'ailleurs. Saint-Maximin et Caen, ils aiment bien se faire dribbler. Écoute, je sais pas s'il y a une conclusion à tirer, mais en tout cas, le fait est que Pastore c'était contre Nancy. Et voilà, c'est le 3e meilleur total de la saison, mais c'est aussi le meilleur total de Pastore en Ligue 1 sur sa carrière. Donc en fait, voilà, ça veut dire que peut-être c'est pas forcément le registre où on l'attend, le dribble, c'est plus les passes. Mais voilà, là, contre Nancy, c'était le dribble. Donc voilà, il revient bien, même si, on l'a dit avant, il y a encore un peu de déchets. En gros, il a fait un très bon match, juste il a manqué la dernière passe, presque. Il a peut-être 2 matchs à avoir. C'est Son ça. match dans la dernière passe, son match avant. C'est ça, et peut-être que contre Barcelone, ce sera embêtant de perdre autant de ballons, donc il faut peut-être lui mettre des mecs un peu plus sûrs défensivement, comme Verratti ou Matuidi à sa place. Parfait, on en a fini sur le PSG Nancy, on passe à Barcelone, Paris Saint-Germain, et juste avant que tu repartes, ton pronostic pour ce match. Oula, tu me prends de Ah oui, comme ça. là, comme ça, faut que tu dises ton pronostic. Et tout le monde va donner son pronostic également. Qualification du Paris Saint-Germain, et je pense victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Là-bas à Barcelone, victoire Ouais, du Paris ouais, Saint-Germain. je Toi, pense tu que penses qu'ils vont y aller en contre? Est-ce que Barcelone ouvre le score? Non, je pense pas, je pense même pas. Même pas. Allez, et tu sais quoi, je t'ai dit 2-1, je vais te dire 3. 3-1 même. Et les buteurs? Non, et oh, ouais. Allez, parce que si il prend tout, tu repars avec le maillot. Hein. Cavani, Di Maria, Draxler. On change pas l'équipe hier. On va voir si Damien a raison. Merci beaucoup, Damien. Opta, nos amis d'Opta, tous les lundis qui nous font un petit focus sur un joueur. On va revenir avec Julien. Voilà, ça va changer. Et on passe, nous, à ce Paris Saint-Germain, Barcelone, Paris Saint-Germain. Vous nous donnez vos pronostics en commentaire. Des petits pouces, les amis, pour la victoire du FC Barcelone, puisqu'ils sont à domicile. Des petits cœurs. Fais le reste du cœur, ouais. Fais-moi le reste du cœur. Voilà, des petits cœurs comme ça, les amis, pour la victoire du Paris Saint-Germain, parce qu'on a peut-être des fans du FC Barcelone. Et on va passer à ce match. J'ai demandé le pronostic à Damien, je vais te demander ton pronostic à toi, Julien. Alors moi, je vais me risquer à un pronostic parce que c'est la règle du jeu. Ah je oui, rappelle oui, qu'à l'aller, j'avais quand même dit victoire du FC FC Barcelone 2-1. Bon, Mais voilà. t'es super. Expert, ouais, je suis toujours excellent. Mais bon, Alors, quel cœur plus? Il n'y a pas de supporter de Barcelone, les amis, aujourd'hui? je maintiens qu'il y Ah, il y a a quand même des pouces. très peu de gens qui auraient misé sur ce scénario quand même au match aller. C'était quand même un résultat très surprenant. Ouais. Je dis match Cœur love, me dit Benjamin. Cœur love, Benjamin. Je dis match nul de partout. 2 partout? Ouais. Alors, j'ai pris un ballon, exprès pour ça. Je te l'ai pas dit, je voulais faire une petite surprise à Julien. Est-ce que tu peux nous mimer un but qu'il va y avoir au Paris Saint-Germain? Je sais pas, nous dire, nous faire un petit but là. Qu'est-ce que tu imagines bien au Nou Camp comme ça? Allez. J'imagine bien au Nou Camp une ouverture du score du Paris Saint-Germain avec Lucas qui va au corner. On va tirer au corner. Ah, sur un corner donc. Sur un corner, Ok. premier poteau, Cavani qui coupe une tête dans les buts, comme ça, et on va Magnifique. terminer 1-0. Magnifique, voilà. Vous voyez la spéciale Cavani, là, celle où il arrive comme ça, boum, tête décroisée. Il m'a Lucas. tout fait casser, c'est parfait. Ouais, j'ai tout cassé. T'as tout cassé. On est bien. Voilà, je peux plus utiliser ma souris, je peux plus rien vous faire. Bravo les amis. Allez, on est bien, c'est pas grave. Ouais, voilà, donc tu vois, la spéciale un peu avec le corner, premier poteau, Cavani qui coupe, boum. Évidemment, Jordi Alba n'y arrivera pas, Cavani va lui passer devant, tête décroisée. Là, Le Lucas. ballon du collège nous dit PSG, ouais, c'est un petit ballon. Ouais, il est parti maintenant, il a mis une tête, il avait tout Une cassé. tête surpuissante. Il a tout cassé. Ouais, non mais voilà, je dis ouverture du score de Cavani. Je vous rappelle, les pouces pour une victoire du FC Barcelone, les cœurs pour une victoire du Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup de cœurs, mais je vois des pouces encore. Alors, question de Wallet qui nous dit combien de supporters PSG dans le parcage? Il y a 2000 supporters parisiens qui sont attendus à Barcelone dès demain. Je vous rappelle, moi je prends l'avion 6h30 demain pour aller pour la Barcelone. Dès 8h, je suis à Barcelone au bord de la mer en train de me prendre un petit déj. Non, je rigole, c'est une blague. Je vais directement au centre d'entraînement C'est une blague. du FC Barcelone parce qu'on sera en direct demain à 11h pour l'entraînement de Barcelone à Barcelone. Conférence de presse de Luis Enrique prévue à 13h30. Conférence de presse d'un joueur du Paris Saint-Germain et d'Unai Emery 17h45 au Nou Camp. Suivi de l'entraînement 18h30. Entraînement des Parisiens. On vous fera vivre tout ça sur goal.com. Avec beaucoup de cœur encore. Hein. Je vois pas de supporters question de Mick. Pourquoi tout le monde voit Paris perdre? Paris perdre. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui voit quand même Paris perdre. Enfin, j'ai l'impression qu'on a plus peur pour Paris maintenant qu'après le match aller, qu'avant le match aller, pardon. Ouais, je sais pas, c'est un espèce de climat qui arrive bien aussi à créer le FC Barcelone. On le savait qu'après le match aller, Barcelone se laisserait pas abattre, hein. Ils vont pas partir perdants. C'est une équipe qui est capable de mettre des 4-0, qui est capable de mettre des 5-0. Donc voilà, ils créent tout un climat autour de ce qu'ils appellent la remontada, qui est un principe qui est connu en Espagne.
peur pour le Paris Saint-Germain, je sais pas. Après que tout le monde voit Paris perdre, je veux dire, ce serait peut-être même logique que Paris aille s'incliner au Camp Nou, mais avec la différence abyssale qu'ils ont créée au match aller en s'imposant 4-0, ils ont les moyens, ils peuvent perdre au Camp Nou, ce serait pas une aberration non plus de se faire battre par le FC Barcelone à la maison. Voilà, maintenant le tout ça va être de jouer son jeu, de marquer des buts, et si Paris marque, Paris sera qualifié. Est-ce que finalement, le Barça prend pas ça dans le mauvais sens? C'est-à-dire que moi, si j'étais dans le staff du FC Barcelone, je ferais croire à mon adversaire que c'est fini, qu'ils ont gagné, que la remontada n'est pas possible. Et là, j'ai l'impression qu'ils font tout le contraire, qu'ils font, en fait, ils sont en train de mettre la pression sur Paris. Paris va arriver au Nou Camp avec de la pression en se disant, oh là là, ils peuvent le faire, on peut perdre. Et justement, je trouve que c'est une mauvaise chose pour Barcelone parce que du coup, Barcelone ils vont avoir une équipe en face d'elle très concentrée et qui va savoir que ça peut être compliqué. Alors que moi, si j'étais joueur de Barcelone, j'aurais dit, bah écoutez les gars, c'est fini, vous avez gagné, on n'a aucune chance. Et on arrive avec le contraire dans ma tête. Ouais, mais personne. Enfin, je pense que tous ces trucs-là, c'est un peu des artifices. Ce qu'on dit avant le match, enfin, c'est ce qu'on appelle vulgairement un peu un truc de journaliste, c'est-à-dire que on peut parler autant qu'on veut avant le match. Je pense que si demain Lionel Messi ou Neymar ou n'importe qui avait fait une intervention dans la presse en disant c'est perdu, c'est fini la Ligue des Champions, au revoir, personne n'aurait été dupe. Personne n'aurait été dupe parce qu'on sait tous que ce sont des joueurs extraordinaires, des compétiteurs extraordinaires. On sait que forcément, au coup d'envoi, ils partent avec un retard de 4-0, mais que évidemment ils partent pas battus, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de créer l'exploit. Et donc voilà, je suis pas sûr que Paris arrive avec plus ou moins de pression en fonction des déclarations des Barcelonais. On écoute justement Luis Enrique après la victoire ce week-end 5-0 face au Celta Vigo, qui a parlé un peu du scénario idéal du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Et juste après, on vous donne les compos probables. Moi, je me disais qu'il n'y avait pas de son. Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre Luis Enrique, mais en tout cas, il y avait les sous-titres. Donc, à la limite, vous aurez pu voir tous les sous-titres. Voilà pour Luis Enrique qui y croit, comme tous ses joueurs, mais il faut quand même mettre au moins 4-0 au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que vous pouvez donner des pronostics en commentaire, les amis. J'ai pas vu trop de pronostics. Buteur et pronostics. On a Steve qui dit il n'y a pas le son, voilà, désolé. Vous avez vu donc quand même les sous-titres, heureusement. PSG Rouge et Bleu qui nous dit c'est psychologique. Les Barcelonais savent que ça va être compliqué face à nous. C'est ce qu'on disait. Bilal qui nous dit c'est pas dans les habitudes de Barça de vouloir mettre la pression avant les matchs comme ça. Ça montre qu'ils ne sont pas sereins pour le match retour. Non, mais évidemment, mais quand on prend 4-0 au match aller et quand on prend 4-0 dans ces circonstances-là, c'est-à-dire qu'on se fait dominer pendant 90 minutes et qu'on est à la ramasse pendant 90 minutes, on peut pas être réellement confiant pour le match retour. C'est-à-dire que voilà, c'est en ça que je dis que les déclarations d'avant-match comptent peu finalement, parce que à Paris, dans les têtes parisiennes, personne ne considère que le Barça est confiant, qu'ils vont se dire que voilà, ils vont le faire, etc. etc. Mathieu l'a très bien dit en zone mixte après le match à Nancy. Ils ont dit que voilà, ils savaient que le Barça, s'il y avait bien une équipe qui était capable de le faire, c'était le Barça, mais qu'en face, il y aurait un Paris Saint-Germain solide, il y aurait un Paris Saint-Germain conquérant, et voilà, le Barça aurait du mal. Encore une fois, moi je le répète, 4-0 à l'aller, si Paris marque, c'est fini. Au Camp Nou, c'est fini. Voilà la composition probable du FC Barcelone face au PSG, la composition qu'on est en mesure de donner ce lundi matin. Ter Stegen dans les buts logiques, et vous voyez, cette défense à 3, probable de voir le FC Barcelone jouer comme ça, avec Umtiti, Piqué, Mascherano en défense centrale, Rakitic, Busquets devant. Un petit doute sur Sergi Roberto et Rafinha qui pourrait également prendre ce côté droit. Ce serait plutôt Sergi Roberto de dernière nouvelle, mais Rafinha pourrait être titulaire également. Iniesta un peu plus sur la gauche, et puis la triplette bien sûr, Neymar, Suarez, Messi, tout pour l'attaque quasiment, dans une espèce de 3-5-2, 5, je sais pas comment on peut qualifier ça, cette composition-là. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ce match? Ce sera clairement pour moi un 3-5-2, parce que si c'est cette composition-là, parce que je vois pas Barcelone jouer à 5 derrière. En revanche, ce qu'on peut constater,
avec cette composition-là, si elle se vérifie, c'est quand même que voilà, le Barça a manqué d'assises défensives à l'aller. Ils ont peut-être péché un peu par orgueil en pensant qu'ils allaient complètement prendre le jeu à leur compte au Parc des Princes. On a vu un André Gomes complètement à côté de la plaque au Parc des Princes. Là, avec un Rakitic, on aura quand même plus d'assurance. Du très haut niveau et de l'équilibre au milieu de terrain. Je pense que ce sera un match beaucoup plus compliqué que l'aller pour le Paris Saint-Germain. Je ne les vois pas nécessairement perdre. Moi, je pronostique 2-2, mais je vois un match plus équilibré. Voilà ce que je peux dire sur cette composition-là. Après, pour le Barça, ce sera aux offensives de faire le taf devant. On passe au Paris Saint-Germain avec quelques doutes encore ce lundi matin. Hier, les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement au camp des loges. Il y a entraînement en ce moment même au camp des loges et Thiago Motta, André Di Maria et Adrien Rabiot n'avaient pas repris l'entraînement hier soir. Thiago Motta qui a encore quelques douleurs au mollet, qui a repris l'entraînement. Je vais vous montrer ces images-là, voilà, tout seul. C'était la semaine dernière, c'était exactement vendredi, ces images de Thiago Motta tout seul qui a lancé son contre-la-montre pour revenir face au FC Barcelone. Dans tous les cas, si Thiago Motta revient titulaire, il revient en tout cas dans le groupe du Paris Saint-Germain, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, tout comme André Di Maria qui pourrait être dans le groupe, les joueurs parisiens qui décollent demain matin pour Barcelone. Et donc, sans Motta titulaire, sans André Di Maria titulaire, peut-être avec Adrien Rabiot, on vous a fait deux compositions probables. Voici la première sans Adrien Rabiot, avec Trapp dans les buts, Thiago Silva, Marquinhos en défense centrale, Kurzawa côté gauche, Meunier côté droit. Sans Adrien Rabiot et sans Thiago Motta titulaire, on pourrait voir un 4-2-3-1 avec Matuidi Verratti. C'est comme ça quasiment que le Paris Saint-Germain a fini le match face à Nancy samedi. Pastore, très en forme, on en parlait de Rafael Pastore tout à l'heure. Matuidi Verratti, Lucas, Draxler, Cavani. Est-ce que c'est une composition qui pourrait aller, Julien? Moi, je préférerais ne pas voir cette composition-là parce que je pense que. Alors, il va pas falloir que Paris Saint-Germain se dise qu'il va falloir défendre à tout prix et parce que pour moi, le but premier, je le répète, ce sera de marquer un but. En revanche, je pense que le FC Barcelone va mettre le feu dans le premier quart d'heure parce que forcément, ils vont vouloir créer un climat de. Le mot est peut-être un peu fort, mais de terreur dans les jambes du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si on a un scénario où le Barça marque très vite, ben voilà, les joueurs vont commencer à se poser des questions, etc. Donc je pense qu'un des premiers objectifs du Barça. Alors, c'est marqué Paris avec Rabiot, c'est Paris sans Rabiot, les amis, bien sûr. Oui, c'est Paris, Paris sans Rabiot. Donc voilà, que le Barça voudra marquer très très vite, et je pense que là, c'est pas la meilleure composition pour avoir une belle assise défensive. Je pense que le Barça. Cet homme-là pour avoir joué. Ouais, bien sûr, mais Pastore dans l'assise défensive va pas t'apporter grand-chose, plus dans la transition offensive justement. Après, si le Paris Saint-Germain est amené à ne pas voir le ballon, c'est-à-dire on a le Barça qui occupe territorialement et qui occupe avec le ballon le camp du Paris Saint-Germain, Pastore peut être très intéressant parce qu'il peut projeter les siens vite vers l'avant et on sait que Paris doit marquer, donc ça peut être une solution. En gros, sans Rabiot, sans Motta, est-ce que tu peux imaginer cette composition en enlevant Pastore et en mettant Krikoviak? Non, bien que je pense que Krikoviak se comporterait beaucoup mieux dans un match comme celui-là. C'est un match où il faut défendre. Voilà, que dans un match comme face à Nancy. Mais Krikoviak n'a pas donné assez de garanties techniques, assez de garanties physiques même. Il a eu sa chance encore une fois en première mi-temps face à Nancy. Bon, je trouve que c'était pas forcément un cadeau parce que c'était pas un match pour lui, on pouvait s'y attendre. Mais pour un match comme celui du FC Barcelone, non, je le vois pas démarrer. Au cas où, je vous rappelle que André Di Maria et Thiago Motta pourraient être dans le groupe de demain matin du Paris Saint-Germain, mais s'ils sont dans le groupe, m'étonnerait de les voir titulaires. En tout cas, la composition probable du Paris Saint-Germain sera retrouvée mardi soir sur le site sur goal.com. Donc c'est pas certain de voir les deux. Adrien Rabiot qui lui était malade, donc c'était pas un problème physique, il a juste perdu un petit peu de densité physique, il se bat, il a travaillé avec le préparateur physique hier. Si Adrien Rabiot est là, on pourrait voir ça, un peu comme à l'aller, avec la même composition, sauf qu'on a enlevé Pastore, on a mis Adrien Rabiot en position de numéro 6, et on pourrait voir Pastore à la limite à la place de Lucas côté droit, même si Lucas, au niveau des contres, ce sera certainement Lucas. Ouais, moi c'est une composition qui me plaît plus parce qu'il y a beaucoup plus d'équilibre au milieu de terrain avec un joueur comme Adrien Rabiot qui a donné de grosses assurances, notamment au match aller, dans le volume de jeu et dans son impact physique au milieu de terrain. Matuidi dans le rôle de harceleur qui pourrait être aussi très intéressant, et ça reste une composition qui est aussi faite pour se projeter très vite vers l'avant, comme tu le disais, avec Lucas, avec Draxler, avec Cavani, qui sont des joueurs qui vont aussi très vite vers l'avant, avec les capacités de passe de Marco Verratti, d'Adrien Rabiot, ça peut le faire. Donc moi je préférerais voir cette composition personnellement. En 4-3-3 comme ça. En 4-3-3 comme ça. Avec un Rabiot très
très important pour cette équipe finalement, parce que quand il est là, même en position numéro 6, il est en train de se révéler clairement dans cette position. On va avoir un petit sujet justement qui rappelle l'importance d'Adrien Rabiot pour le Paris Saint-Germain et qui rappelle que Unai Emery aimerait bien l'avoir pour le match face à Barcelone. Rabiot fait partie de ces jeunes dont l'avenir semble tout tracé. Et si sa copie quasi parfaite contre Barcelone en Ligue des Champions a réveillé l'intérêt des plus grands clubs européens, le Parisien n'avait néanmoins pas attendu la C1 pour prouver qu'il avait franchi un cap. À l'aise défensivement et balle au pied, Rabiot a tout du milieu box-to-box. Cette saison, le Français de 21 ans a disputé 26 matchs, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et une passe décisive. La saison dernière déjà, l'international des Bleus avait su s'imposer dans le 11 de Laurent Blanc. Toutes compétitions confondues, il avait disputé 42 matchs et inscrit 6 buts pour une passe décisive. Sous l'ère d'Unai Emery, Rabiot s'est surtout imposé à la force de ses performances. Il a mis à profit l'expérience acquise au cours du précédent exercice et gagné en maturité. Cela se voit sur le terrain, comme face au Barça où il a démontré que Santiago Mota, il offrait plus qu'une solution de dépannage. Plus régulier, le milieu de terrain a de quoi s'imposer aussi en équipe de France. Avec plus de 100 matchs de championnat au compteur et 22 en Ligue des Champions, Rabiot, malgré son âge, n'est plus un débutant. L'ancien capitaine des Espoirs qui a fêté sa première sélection avec Lens en 2016 postule toujours plus à une place de titulaire dans le 11 de Didier Deschamps. Le Parisien continue de monter en puissance et sa cote n'a jamais été aussi élevée. Arsenal et Tottenham seraient déjà sur les rangs. Rabiot est lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2019. Alors, le Paris Saint-Germain sans Adrien Rabiot, est-ce vraiment un souci à Barcelone? Oui, parce que si on prend en compte la forme du moment, c'est forcément un souci. C'est-à-dire que évidemment que Paris a des armes dans son effectif pour faire sans Adrien Rabiot. En revanche, c'est une moins-value s'il n'est pas là. Ouais. Parce que c'est un des joueurs les plus impressionnants du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, parce que c'est un des meilleurs éléments de l'effectif d'Unai Emery, et parce qu'au milieu, il a cette capacité à mettre énormément de volume, énormément d'impact, et ça gêne forcément le développement du jeu de Barcelone qui part du milieu de terrain, qui reste sa force, malgré que ce ne soit pas le grand FC Barcelone qu'on ait connu ces dernières années, mais c'est de là que tout part au FC Barcelone. Donc quand on a un élément perturbateur en face comme Adrien Rabiot, c'est forcément très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Et on ajoute à ça sa capacité à être encore plus fort dans les grands matchs, Adrien Rabiot, parce qu'en Ligue des Champions à Manchester City l'année dernière, c'est le seul qui est au niveau. On se rappelle de son match à Bernabeu face au Real, où il était encore un des meilleurs, de son match aller face au Barça, où il a été extraordinaire. Donc oui, forcément, si Adrien Rabiot n'est pas là, ça changera la donne. On a Mick Skywalker, pas mal le pseudo, qui nous dit oui, ce serait pas top sans Rabiot forcément. On a PSG Rouge et Bleu qui nous dit Rabiot va faire une Gérard de PSG, c'est-à-dire passer toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Ça c'est un peu moins sûr. Steve Laura qui nous dit sans Rabiot face au Barça, j'y crois, mais il faut qu'il soit présent. Et finalement, est-ce que avoir un joueur qui ne s'est pas entraîné de toute la semaine, ce n'est pas trop dangereux dans ce genre de match? Trop dangereux, je dis non, tout dépend de l'état physique d'Adrien Rabiot. Voilà, s'il est à 100%, je pense pas que ce soit dangereux. Je pense pas que ce soit dangereux parce que en une semaine, il n'a pas perdu complètement le rythme qu'il avait. Voilà, il n'a pas été absent 3 semaines. C'est pas l'interrogation, c'est de savoir à combien de pourcents il peut être. S'il est à 100%, non, pour moi, ce ne sera pas un problème qu'il n'ait pas joué cette semaine. Si en revanche il est diminué, là par contre ça pose problème. Je rappelle ce que pourrait voir à quoi peut ressembler le Paris Saint-Germain face à Barcelone mercredi soir. Départ Barcelone demain matin pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Bilal qui nous dit Rabiot dans les grands matchs, il a toujours été présent. Question de Alex sur Di Maria. Di Maria qui doit reprendre l'entraînement, il y a entraînement en ce moment même, donc on va attendre la fin de l'entraînement pour avoir toutes les informations. Qui doit normalement reprendre l'entraînement ce matin, tout comme Thiago Motta, mais le match est dans 2 jours. Donc ça paraît un petit peu compliqué, en tout cas pour débuter, comme Rabiot qui devrait être dans le groupe. Et pour débuter, c'est peut-être le moins incertain des 3 pour débuter. Adrien Rabiot qui lui, il avait été juste un petit peu malade, fiévreux, et qui est revenu, qui a repris l'entraînement hier au camp des loges. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur Adrien Rabiot. Je vous rappelle les pronostics. Tu as dit quel pronostic, Julien? 2-2, j'ai dit. Tu as dit 2-2, but 2. J'ai dit 2-2 et je dis doublé de Cavani. Doublé de Cavani. Tu tombes bien parce que cette semaine, on a un petit peu plus. Cavani va vous faire gagner, les amis. Elle est là, elle est belle, hein. Elle est belle, cette pouliche Cavani. Qu'est-ce qu'on fait, Julien, pour gagner cette petite pouliche? Vous partagez, les amis, le PSG Show. Vous avez un petit bouton là sur votre écran partagé. Vous partagez le PSG Show et on vous fait participer à un tirage au sort mercredi midi. On vous envoie ça à la maison ou vous venez le chercher ici à la rédaction. Vous pouvez aussi parler du PSG Show sur Twitter. #PSG Show pour faire partie de ce tirage au sort. Vous avez jusqu'à mercredi midi pour partager l'émission et ensuite on fera le tirage au sort.
et notre ami Benjamin Quarez de goal.com nous enverra tout ça par la voie postale. On va parler rapidement. La voie postale. La voie postale, c'est cher. La voie postale. Moi, je parle, je parle bien le français. Ah, on la voit postale. Allez, on va passer à un autre sujet sur le Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'on parle des deux latéraux. On devrait avoir Kurzawa, je vous remets la composition probable. Si Adrien Rabiot est là, on devrait avoir Kurzawa et Meunier sur les côtés. Et finalement, même si Meunier est en feu, on le verra après avec Edinson Cavani qui va nous le dire, bizarrement, c'est devenu le point faible de ce Paris Saint-Germain alors que c'était un point fort en début de saison. Les latéraux. Oui. Je suis partiellement d'accord avec le côté droit. Je trouve pas que le côté droit avec Meunier soit un point faible. Non, mais il y a un Serge Aurier qui est moins fort qu'il ne l'était l'année dernière à la même époque. Enfin, à la même époque, c'était compliqué à l'époque, mais l'année dernière en début de saison. Oui, c'est sûr que Serge Aurier a plus de difficultés qu'il y a quelques mois, même s'il a été décisif face à Nancy et qu'il a plutôt livré un match convaincant. Peut-être qu'il manque aussi un peu de rythme, je sais pas. Après, sur la faiblesse, honnêtement, je suis pas d'accord sur le côté droit. Je pense vraiment que ce côté droit avec Meunier... Meunier est un des meilleurs joueurs en ce moment. Voilà, mais j'ai envie de dire même avec Aurier, ce côté droit du Paris Saint-Germain est pour moi un des axes forts de l'équipe. En revanche, effectivement, l'autre côté est un pendant qui inquiète beaucoup parce que Kurzawa n'est pas une assurance tout risque défensivement, qu'il n'est pas non plus au top de sa forme. Le pauvre, on rappelle qu'il joue avec une pubalgie et que forcément il n'est pas à 100%. Il a encore des douleurs, Kurzawa. Il continue à jouer, mais il a encore des douleurs. Donc il y a des circonstances atténuantes. Il n'en reste pas moins que ça reste quand même pas une assurance tout risque défensivement. On se rappelle du match aller notamment où sur la seule vraie grosse occasion du FC Barcelone, c'est lui qui est coupable parce que c'est André Gomes qui est décalé sur le côté droit et lui il se fait aspirer dans l'axe et donc il garde pas son joueur au marquage. Voilà, c'est une des situations. Face à face d'ailleurs, arrêté par Kevin Trapp. Voilà, donc c'est une des situations qu'il faudra éviter face au FC Barcelone, surtout en début de rencontre, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression de la part des Espagnols, donc il faudra éviter ce genre de situation-là. Et d'un autre côté, on a aussi Maxwell, qui est pas le Maxwell qu'on a connu ces dernières années au Paris Saint-Germain. Moi, c'est un peu moche de le dire comme ça, ouais. J'ai un peu la sensation qu'il est en pré-retraite au Paris Saint-Germain. Maxwell, on voit bien que physiquement, il est plus exactement dans le coup, et ça joue beaucoup à ce poste de latéral. Et je vous donne une petite information sur Maxwell puisqu'on en parle. Maxwell qui lui se verrait bien continuer à jouer. Bizarrement, il aimerait bien. Il est en fin de contrat, je vous rappelle, à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. Il aimerait bien, pourquoi pas, refaire une année alors que ce soit à Paris ou ailleurs. À Paris, ça semble compliqué puisque déjà l'année dernière, il avait été prolongé parce que Lucas Digne ne voulait pas revenir à la base. Lucas Digne devait revenir au Paris Saint-Germain, c'était le souhait des dirigeants du Paris Saint-Germain. Et dès le mois de février, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont alors t'as un coup de téléphone, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Oui, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont demandé à Lucas Digne de revenir à Paris, il a refusé, donc du coup ils ont proposé à Maxwell une prolongation de contrat. Alors s'il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain, il devrait faire une année supplémentaire certainement au Brésil. On sait qu'il y a Corinthians, Sao Paulo qui aimerait bien le faire venir une année supplémentaire. Et ensuite peut-être revenir dans le staff ou en tant qu'ambassadeur du Paris Saint-Germain. En tout cas, Nasser Al-Khelaifi qui aime bien le garder. Voilà, c'était la petite info sur le cas Maxwell. On revient sur ce match. Dites-nous en commentaire si vous préférez voir Kurzawa ou Maxwell à gauche ou Meunier ou Aurier à droite. Donnez-nous vos deux latéraux pour ce match. Toi, tu préfères voir Non, je préfère voir clairement Meunier à droite et je pense que sur ce match-là, je préfère voir Maxwell. Et on a Romain qui nous dit Kimpembe à la place de Kurzawa à gauche, ça pourrait le faire. Ce serait quand même très défensif. Ouais, ce serait très défensif, ce serait faire jouer un joueur à un poste qui n'est pas le sien. Il a quand même une basse formation latérale. Oui, il a une formation latérale gauche, il a une formation... Oui, non, mais très bien. Mais il est capable de jouer à gauche, il l'a déjà fait, Paris Saint-Germain en plus. Donc il est capable de jouer à gauche. Maintenant, sur un match d'une telle importance, je vois pas pourquoi on irait mettre Kimpembe. On peut aussi parler de Matuidi, il peut mettre Matuidi aussi arrière gauche pendant qu'on y est. Non, je pense qu'il fera jouer les joueurs à leur poste et ça jouera bien entre Kurzawa et Maxwell. Patrick nous dit Kurzawa Meunier, Nico nous dit Kurzawa Meunier, Laurent nous dit Kurzawa Meunier. Voilà, beaucoup de Kurzawa Meunier, c'est certainement ce qui va être le cas. Mais malgré tout, je reviens sur Maxwell et après on va changer de sujet. Mais si on veut une base un peu plus défensive, il faut mettre Maxwell. Moi je pense que sur ce match-là, ça sera plus intéressant de bien défendre. Au moins dans un premier temps, parce qu'on rappelle que ça peut quand même être un changement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut démarrer avec Maxwell et terminer avec Kurzawa. Donc je pense que, surtout en première période, l'important ce sera de ne pas prendre de but, d'essayer de ne pas prendre de but. Donc moi dans cette optique-là, je mets Maxwell. Voilà, donc Maxwell ou Kurzawa, ça devrait être Kurzawa, même si Maxwell pourrait apporter un peu plus de temps. Maxwell a joué mercredi dernier. Maxwell Meunier nous dit le classique, nous dit Bilal.
J'ai vu un Meunier, l'homme fort, et Maxwell, voilà, nous dit Steve Laurent. Voyez, Maxwell est un papa pour notre équipe, nous dit Thomas. Je ne sais pas si le Barça va se qualifier, mais ce qui est sûr, c'est que le Barça va battre le PSG. Parce qu'on nous dit Axe Lavier. Aurier Kurzawa, nous dit Romain. Qui lui veut voir Aurier, carrément. Romain, tu n'aimes pas Thomas Meunier, c'est ça? Vas-y, dis-nous tout. Balance. Balance sur Thomas Meunier. Non, enfin, ça se défend, Aurier, hein, mais sur les performances du moment, je vois pas comment on peut le préférer à Meunier. Ok. C'est voilà. Allez, on passe sur le sujet, on va écouter Unai Emery justement sur ce match face au Barcelone, il en a parlé. Et ensuite, le temps passe très vite et ensuite on va enchaîner très vite sur la fin de l'émission. Ah, mais j'ai la confiance. Mais mon confiance pour les matchs de Barcelone, c'est pareil avant le premier match. La même confiance. Après, nous avons fait bons résultats, mais je connais que c'est difficile. Les 90 minutes là-bas, ils sont très durs, très difficiles. Et on va bien préparer. Je vois que l'équipe il est très, très motivée, concentrée, consciente de que nous avons besoin de continuer avec la constance comme nous sommes aujourd'hui, que nous sommes bien, mais avec l'attention pour quelque chose, avons besoin d'améliorer, quelque chose que progresser pour être très fort pour toute la compétition que nous voulons travailler d'ici pour arriver pour arriver toute la compétition. Oui, peut-être ils sont plus anxieux, mais ne pas changer les idées, les jeux, les matchs. Après des résultats d'ici, la continuation des matchs là-bas, il est très difficile et il a besoin de travailler pour surmonter et il a la capacité. Et il est des joueurs qui sont habitués à jouer un match très difficile et pour surmonter beaucoup de choses pour le résultat. C'est pour ça que nous avons besoin de bien préparer, bien mentaliser, penser que c'est 90 minutes dures, difficiles et travailler bien qui faire pour surmonter cette difficulté. Avec le résultat que nous avons fait ici, mais après, pour comment il va passer les minutes et les matchs là-bas. Mais c'est une chose, c'est un match pour profiter, c'est un match très joli pour le support de PSG, pour tous nous, pour les clubs, et nous voulons jouer ce match, et nous voulons profiter de cette chemin avec ce match. Unai Emery qui parlait donc du FC Barcelone. L'émission passe très très vite les amis, on va se quitter très rapidement. Tu redonnes ton pronostic Julien, on va refaire une petite session de pronostic. Voilà, je vois que Mohamed nous dit Barça 5-0, Tarenko qui nous dit Paris va gagner 2-1. Tu redonnes ton pronostic Julien. 2 buts partout. 2 buts partout. Doublé de Cavani. Doublé de Cavani. Voilà les amis, on va, avant de se quitter, j'ai une petite vidéo. Le tien. Depuis tout à l'heure tu demandes celui des autres, tu ne donnes pas le tien. C'est vrai, moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-2. Je vois des buts et je vois Paris gagner. Un nouveau gros match. Voilà, un nouveau très gros match. Comme 2-2, ce serait aussi un gros match. Mais oui, okay. Il parle de mieux en mieux Emery, nous dit Mehdi, c'est vrai qu'on commence à mieux comprendre ce que veut dire Unai Emery. Les phrases ont un peu plus de sens et voilà, bravo à lui qui a repris des cours de français. Unai Emery qui avait arrêté pendant un petit temps et qui a repris à faire quelques cours. Bravo Unai. Voilà, pour Unai Emery. Des petites informations comme ça, c'est super. Voilà pour cette émission, merci à vous pour ce direct, nous dit My Skywalker, merci à toi. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour vous les amis. Je vous rappelle qu'on peut gagner la poupluche de Cavani. Comment on fait Julien? Vous partagez, on vous tire au sort. Sois joyeux, c'est PSG Barcelone, c'est le 8e de finale là. Oh je me trouve pas joyeux. Vous partagez ce live parce que tu me le fais dire toutes les 2 minutes aussi. Mais oui, mais il y en a qui nous rejoignent quand même. Oui, il y en a qui nous rejoignent. Vous partagez avec le petit bouton qu'il y a juste en dessous là. On vous tire au sort mercredi midi. On vous envoie ça à la maison ou si vous êtes sur Paris, vous venez le chercher ici à la rédac. Ça se passe aussi sur Twitter, #PSG Show pour faire partie du tirage au sort. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. En plus, 20 000 en moyenne. Merci beaucoup. C'est un gros score. Pour nous, oui, puisque Patrick nous a dit tout à l'heure. Moi, je veux gagner le maillot derrière. Regardez le maillot. Patrick, il est gourmand. Il est gourmand, Patrick. Mais on commence à le connaître, c'est un gourmand. Et c'est encore Cavani. Et puis en plus, les amis, regardez le cadeau. Alors là. Il est signé. Il est signé. Mais il n'est pas gagné cette semaine, les amis. Il sera gagné bientôt dans le PSG Show. On va le garder encore un petit peu avec nous quand même, histoire de voir la signature d'Edinson Cavani. Mais voilà, si vous restez fidèle au PSG Show, si vous êtes là toutes les semaines, tous les lundis, 11h. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que ce ne sera pas lundi prochain à 11h, puisqu'il y a un match à Lorient dimanche prochain. Donc il faudra que je revienne. On fera certainement ça soit lundi dans l'après-midi, soit mardi matin, le PSG Show comme d'habitude. Quand il faut jouer de Lorient quand même, c'est pas à côté Lorient. Oui, c'est pas à côté. Donc voilà, le maillot d'Edinson Cavani qui sera gagné prochainement dans le PSG Show. Et on a encore pris de jet ici, toi, Gaulle?
Non, que du Jet 27 généralement. Voilà. En plus, tu dois citer 3 autres marques. Vodka Poliakov et le Rhum Cola. Ok. Voilà. Allez, mon petit cadeau, Ça ça fait concerne qu'il y a une bonne descente, Edinson Cavani également, ces petits cadeaux de fin d'émission, les amis. Puisque on a été rencontrer Edinson Cavani, on lui a fait un petit jeu. En fait, ce qu'on appelle l'emoji game, c'est-à-dire qu'on lui a donné des smileys, on lui a montré un smiley qui rigole par exemple, et on a dit alors Edinson, à qui ça te fait penser? À quel joueur, quel partenaire du Paris Saint-Germain ça te fait penser? Ça te donne ça en réalité, c'est assez marrant. On a dû le couper. On va essayer de le remettre. Attendez, je vais essayer de le monter. Peut-être que ça va faire quelque chose. Je sais pas si je peux faire quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous remettre ça. Je vais essayer d'y arriver. Est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. Voilà, on arrive. Je vais remettre ça. En attendant, Julien, meuble. D'accord, je meuble. Tu aurais pu nous dire éventuellement, toi tu avais les réponses, tu vois. Donc alors moi je vais les faire de ce que je vois, quoi. Le fan de muscu, c'est Ressé le fan de muscu. On l'a dit, bon il est plus là au Paris Saint-Germain, mais c'est lui le fan de muscu. On nous a dit qu'il passait son temps à pousser de la fonte, ça se voit avec son corps parfait. Ouais. Ressé, le plus blagueur c'est Marco Verratti. On le voit faire ses petites blagues tout le temps, on le voit charrier ses partenaires. On sait qu'il fait des blagues sauf quand il est dans les ascenseurs. Il meuble bien. Hein. Eh ouais, oui, il meuble bien. Il n'y a pas de son. Il n'y a toujours pas de son. On va essayer de le remettre voir s'il y a du son. On va essayer de la remettre depuis le début, ce serait peut-être un peu mieux. Bon allez, je crois que tu peux. Eh ben, on n'a pas de son sur le Cavani Emoji, c'est pas grave, je l'ai retrouvé sur la page Facebook de goal.com avec le son, avec tout, voilà les Je me rappelle qu'il a dit que le plus intelligent c'était Di Maria, non? Il a dit voilà, c'est dommage parce qu'elle est vraiment marrante cette vidéo. Vous la retrouvez sur le Facebook de Goal, sur mon Facebook à moi personnel. Il n'y a toujours pas de son, donc oui, désolé les amis, voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Allez-y les gars, allez sur on a fait exprès en fait pour que vous alliez sur Goal voir la vidéo. Non mais allez-y parce qu'elle est très drôle, elle est très. Je lis pas sur les lèvres, nous dit Steve. Il laisse rien passer quand même, c'est terrible. Il n'y a pas de son. Steve Pas possible ça. Steve est très dur. Steve, je sens de semaine en semaine, il est de plus en plus exigeant. En attendant, il y aura du son sur le générique de fin, les amis, ça, je vous l'assure. Merci J'espère que ça Julien. ne buguera pas pour toi. Merci Julien d'avoir été avec nous dans ce PSG Show encore Merci une à fois toi, tout merci lundi. à tout le monde. Rendez-vous dès demain en direct de Barcelone, les amis. Gros match mercredi. Wish, on aura le live en direct de Barcelone mercredi, 2 heures avant le match. Demain, l'entraînement et de Barcelone et du Paris Saint-Germain sera en direct. Ton programme de la semaine, comme d'habitude? Je m'en vais à Marseille pour une. Tu me fais dire ça dans le PSG Show. Je m'en vais à Marseille pour une interview d'un joueur, mais je ne peux pas encore révéler qui, sinon ce sera vendre la mèche. Je m'en vais à Marseille mercredi. On suivra évidemment le match de l'OL face à la Roma, très important pour l'Olympique lyonnais. Puis on repart sur la Ligue 1 le week-end et on se concentrera très rapidement sur le match retour de Monaco face à Manchester City. Voilà le programme de ces prochains jours. Parfait, les amis, rendez-vous dès demain sur goal.com. Il y a la prochaine chronique de Marco Verratti également demain matin à 8h sur le site de goal.com. Prochaine chronique de Marco Verratti. Chronique qui parlera de chronique. Ben, c'est la prochaine chronique, tu vois. Je parle un peu canadien aussi. Je suis un peu canadien par moment, ça m'arrive, tu vois. Donc, bon, c'était un beat total. Merci. Non, c'était pas un beat. La fin de l'émission, de toute façon, c'est toujours un beat total. Ouais, on va se quitter. Un craquage. Normalement, il y en a un au milieu de l'émission. Là, tu le fais à la fin, c'est un peu bizarre. C'est vrai. Normalement, il y en a toujours un au milieu. Bon, c'est ma tête, on va dire. Voilà. Régalez-vous bien, les amis. Bon, n'oubliez pas, c'est que du football là pour se régaler. Est-ce que tu te régales? Bien sûr que je me régale. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. Ciao, bonne semaine.